Quand on franchit la porte d'un psychopraticien, on vient pour se débarrasser d'un mal à l'aise, d'une difficulté. On cherche un chemin vers un apaisement intérieur, vers une sérénité. On est en fait en quête d'unité, de non-dualité, en quête de sagesse. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur celle de Swami Prajnanpad. Il procédait par entretien privé, s'attaquant à chaque séance aux problèmes spécifiques de la personne et provoquait une plongée dans l'inconscient. Des libérations émotionnelles suivies de prises de conscience. Bienvenue sur le plateau d'ABC Talk TV, bienvenue dans l'ABC de la sagesse. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Colette Roumanoff, qui fait partie des 9 Français qui ont connu Swami Prajnanpad et qui ont bénéficié de son travail avec lui. Elle vient nous partager ces trésors de sagesse qui ont transformé sa vie et qui lui ont permis, le temps venu, d'accompagner Daniel Roumanoff, son époux, touché par la maladie d'Alzheimer, développant une approche aussi pratique que spirituelle. Colette, ma maman, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette émission. Et tout a commencé en 1959 quand Daniel Roumanoff est parti en autostop en Inde. Il est parti en Inde en autostop parce qu'à l'époque, il avait fini HEC, il était déprimé et il a commencé à faire du yoga à Paris. Et ensuite, il a voulu aller chercher la source du yoga en Inde. Voilà, c'est pour ça qu'il est parti en autostop en Inde. Donc, il a fait ashram en ashram et jusqu'à arriver dans ce petit village de Channa. Non, il n'est pas arrivé. Il a rencontré Swamiji Aranchi. D'accord. Il l'a rencontré. En fait, il a d'abord été la personne qui l'a le plus impressionné, c'était Mahananda Mohima. Et ensuite, il a rencontré Swami Prajnanpad à Ranchi. Et ce qui l'a intéressé dans cette chemin spirituel, c'était que c'était la réponse que Swamiji lui a fait en disant qu'il fallait réaliser ses désirs. Or, dans la spiritualité où qu'elle se passe, jamais on dit aux gens qu'il faut réaliser ses désirs. Jamais on dit ça. Donc, ça l'a beaucoup intéressé de savoir ça. Il a eu l'impression que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Et comme il a rencontré à New Delhi Arnaud Desjardins, il a donné cette adresse. Et cette adresse, après, a circulé entre différentes personnes. Voilà. Et en tout, nous étions 9. Et donc, toi, tu as rencontré Swami Prajnanpad en 1967. Il avait alors 78 ans. Alors, je l'ai déjà vu en 66 quand il est venu en France à Bourg-la-Reine, mais je l'avais juste sans vraiment échanger. Par contre, en 67, je suis allée en Inde avec Daniel, mon mari, et Anne, qui était toute petite, qui avait 2 ans. Et toi, qui étais à l'intérieur de mon ventre, voilà, on peut dire ça. Eh bien, et là, on a eu un échange extrêmement profond et qui a vraiment changé la totalité de ma vie, la façon dont je voyais toutes les choses qui existent sur la Terre. Voilà. Alors, t'es arrivée avec une question. Je suis arrivée avec une question. Parce que si on n'avait pas de question, Swamiji ne disait rien. Absolument rien à personne. Si quelqu'un n'avait pas une question, et une question vraiment importante, il ne disait rien du tout. Donc, il y avait quelque chose qui te taraudait depuis longtemps. Oui, c'était que quand j'avais 7 ans, quand j'ai eu 7 ans à une époque de ma vie, j'avais malmené une orpheline, quelqu'un qu'on appelait l'orpheline. Et je pensais que si j'avais fait ça, je ne comprenais pas pourquoi, mais que si un jour je pouvais comprendre pourquoi je l'avais fait, je comprendrais beaucoup de choses de la vie. Ce qui était assez bien vu quand même, parce que effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et je posais cette question souvent à des gens, et puis j'avais des réponses qui étaient complètement de toutes sortes. De toutes sortes, et qui faisaient que la question était toujours là, et le mal à l'aise et le sentiment de culpabilité était toujours là. Alors, pour montrer comment Swamiji Prajnanpad travaillait, donc la première question qu'il t'a posée, c'était... Il m'a dit, et je raconte mon histoire d'orpheline, il me dit, essayez de voir les yeux de cette orpheline. Et moi, je me dis, oh là là, j'ai 26 ans, j'ai fait ça quand j'avais 7 ans, comment je vais faire pour voir ses yeux? Enfin, ça me paraît pas très faisable. Et en fait, je fais ça pour essayer de voir. Je me concentre de toutes mes forces, je fais ça. Et à un moment donné, je vois ses yeux. Et à ce moment-là, c'est comme si je suis foudroyée, parce que c'est un éclair, et je sais que c'est moi qui suis une orpheline. Et c'est horrible à supporter. C'est pour ça que l'autre,
je voulais plus qu'elle passe à côté de mon jardin. Parce qu'elle passait tous les soirs, en plus. Donc, tous les soirs, ça me touillait à l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'elle est plus jamais repassée. Donc, ça te mettait en face à une blessure, en fait, que tu étais en train de vivre. Et qui est sortie toute dans sa vérité, en fait. Dans sa vérité de l'instant, de ce moment-là, de la vérité de la petite fille de 7 ans. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est moi, l'orpheline. Et quand j'ai dit ça, et que j'ai senti que c'était moi, j'ai senti que c'était ça, du coup, je suis tombée à tout droit, comme ça, comme avec un toboggan. Je me suis retrouvée d'abord, je pleurais tellement que je m'étouffais, donc Swamiji m'a fait allonger. Et donc, je me suis retrouvée j'étais allongée, mais moi, dans ma tête, j'étais à 4 pattes en train de marcher entre les pieds des tables et des chaises. Donc, une régression spontanée, en fait. Et je cherchais maman. Voilà. Je cherchais maman. Et voilà. Et c'était le début d'une petite catastrophe, d'une histoire catastrophique pour moi. Voilà. Oui. Alors, donc, cette histoire catastrophique, tu le racontes, dans ton premier livre, Les yeux de l'orpheline. Oui, c'est ça. Voilà. Qui raconte en détail, cette révolution intérieure quand tu as compris ce qui se passait pour toi et qu'est-ce que tu avais fait, en fait, finalement. Oui, et ce que j'ai compris, c'est que je n'avais rien fait de mal. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est d'un seul coup, ce que Swamiji, il explique après, que tout est neutre, rien de bien, rien de mal. Mais si on le sent pas, ça sert à rien. Et là, j'ai senti que j'avais rien fait de mal, alors qu'on aurait pu dire que j'étais une petite fille odieuse qui s'était attaquée à quelqu'un qui lui avait rien fait, pour lui dire des injures. D'ailleurs, tu pensais du mal de toi, parce que sinon tu serais pas, tu serais pas venu voir. Donc ce maître, tu l'as adopté comme ton maître. Oui. Puisque tu as trouvé qu'il était super fortiche. Qu'il était super fortiche parce que d'un seul coup, je me suis sentie à la fois libérée et en même temps dans un état incroyable en contact avec une souffrance qui était horrible de pas avoir de moment. C'est horrible, et en même temps ça soulage. C'est ça qui est très, très bizarre, parce que j'étais soulagée de tout ce poids qui ne disait pas son nom, voilà, et que je traînais avec moi. Ceci n'est pas un film. Ceci n'est pas un spectacle. Imagine que ce que tu t'apprêtes à vivre est un pouvoir extraordinaire sur ta réalité. Un voyage dont la seule limite est ton imagination. Bienvenue dans le voyage dont tu es le héros. Alors, on va faire un petit focus quand même sur la biographie de Swami Prajnanpad. Donc, il est né à la fin du 19e siècle. Oui. Il a fait des études scientifiques poussées par son grand frère qui trouvait qu'il était trop émotionnel. Oui. Et donc, il est devenu prof de physique dans la ville de Bénarès. Non, il est devenu prof de physique d'abord, mais en fait, comme il a été engagé dans un collège à Bénarès où personne ne voulait étudier la physique, il est devenu professeur de littérature anglaise parce qu'il était extrêmement cultivé. Il connaissait la littérature anglaise, la littérature française. Il était très, très cultivé de choses occidentales et très, très cultivé de toutes les choses indiennes. Donc il a lu Freud aussi. Il a lu Freud en 1922. Et en lisant Freud, il n'a pas que lu. Il a essayé d'appliquer, justement. Et en fait, quand les Indiens faisaient ces fameuses séances que nous, Européens, on appelait lying parce qu'on était couchés, ce que moi j'ai fait avec l'histoire du bébé qui marche à 4 pattes, les Indiens appelaient ça psychoanalysis. Ils n'appelaient pas ça du tout lying. Nous, on disait lying pour quand on était couché et sitting quand on faisait des entretiens assis. C'était, voilà. Donc, je sais plus du tout où on en est, parce que tu prends le lead. Non. Comment ça, non? J'essaie de répondre aux questions. Donc, je voulais dire, oui, que tu racontes ça dans Les yeux de l'orpheline et dans L'impermanence heureuse, où donc il y a ta biographie et donc tout l'impact de Swamiji au fur et à mesure de ta vie, et il y a des phrases qui sont mises en exergue. Oui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter certaines phrases de Swami Prajnanpad, parce que tu es dépositaire de la parole de Swami Prajnanpad, puisque c'est Daniel, parce que Swami Prajnanpad n'a jamais créé d'enseignement. Il n'a jamais écrit de livre, jamais fait de conférence, jamais rien fait du tout. Il a écrit des lettres. Mais donc en fait, les écrits de Swami Prajnanpad, ce sont des lettres. Oui. C'est aussi l'enregistrement de certains sittings, donc d'entretiens
assis, et donc qui ont été réunis par Daniel Romanov, qui a fait un travail remarquable. Et donc toi, maintenant, tu es dépositaire de ces paroles de Swamiji. Voilà. Et donc, il y a certains entretiens qui dormaient un peu dans mon ordinateur et qui maintenant sont sur le blog qui s'appelle swamiprajanpan.org. Et on peut à la fois les écouter et en même temps, on a la transcription en anglais et en français. Donc, Swami Prajanpan, il est connu maintenant grâce aussi à Arnaud Desjardins et à d'autres philosophes qui se sont intéressés justement à ces paroles, en fait. Oui. Et donc, on l'appelle le grand maître du oui. Aussi, parce que justement, il commençait en principe tous ses entretiens par un grand yes, yes, yes. Parce qu'il disait oui à la personne comme elle était, parce que la personne comme elle est, au moment où elle est là, elle est parfaite. Ça, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Parce que tout est vraiment à sa place. Donc après, cette personne, si elle veut changer, si elle veut se transformer, si elle veut comprendre plus de choses que ce qu'elle en comprend jusqu'à maintenant, c'est possible. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, elle est tout à fait bien. Alors c'est pour ça que il faut bien comprendre que un peu la base, il y a beaucoup de bases dans l'enseignement de Swamiji, il y en a plusieurs, mais notamment personne n'a jamais rien fait de mal. Alors on va y venir. Oui. Mais donc on était sur le grand maître du oui, donc ils commençaient ces entretiens par oui, et donc puisque la première chose c'est parole de Swamiji, donc la première chose c'est de s'accepter soi-même. Oui, et que c'était même la chose la plus difficile et c'était la chose la plus précieuse et la plus importante à faire, de s'accepter soi-même. C'est ce qui permet de faire les plus grands pas dans la vie. Donc il a des paroles qui sont paradoxales, provocatrices, il veut quelque part réveiller la personne, ou en tout cas peut-être l'éveiller. Et donc, il a des formules comme ça, et donc cette formule terrible, personne n'aime personne. Oui. Alors moi, j'ai toujours adoré ces formules-là. Toujours. Toutes les formules qui étaient comme ça, très qui renversent la table, tout ça, j'ai toujours... Eh bien oui, c'est le point de départ. Il faut savoir que c'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Au départ, personne n'aime personne. Et chaque personne ne s'intéresse qu'à elle-même. Donc c'est une chose qu'il faut arriver à voir sur soi. Sur les autres, on le voit très très facilement. Les autres, c'est tous des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Mais à le voir sur soi aussi. Donc en fait, il dit, vous cherchez toujours à extraire d'autrui ce dont vous avez envie. Voilà. Donc en fait, on utilise les autres, en fait, c'est ça? On cherche à les utiliser à notre profit. Donc c'est pour ça que l'amour est une chose très compliquée. Parce que c'est une chose très... Donc quand il dit... Personne n'aime personne. C'est le point de départ. Au départ, personne n'aime personne. Personne n'est prêt à donner de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est pas tu me plais, je te veux, donne-moi tout ce qui me plaît. Si tu me donnes pas tout ce qui me plaît, tu vas voir, tu vas reprendre pour ton grade. Et à ce moment-là, c'est la passion amoureuse et je te tue parce que je t'aime, voilà. Ou je t'écrase, ou je sais pas quoi, je t'aime tellement que je veux ta peau. Enfin bon, voilà. C'est pas de l'amour, tout ça. Donc Swamiji faisait des différences là où non, on n'en fait pas. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il divisait vraiment à la hache ce qui est l'amour-passion, tourné uniquement vers soi et qui ne conduit qu'à la destruction et à la mort, et ce qui est l'amour véritable, on pourrait dire, qui s'intéresse uniquement à l'autre personne et qui donne une joie profonde aux personnes concernées. Voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Donc pareillement, il tranche comme ça à la hache entre ce qui est une émotion et ce qui est un sentiment. Or nous, on fait pas du tout la différence dans nos sociétés. Tout ce qu'on sent, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est pas. Oui, c'est un enseignement qui est très basé sur les ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent est très important. Ce qu'on ressent est très important. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Voilà. Parce que quand il disait oui, il l'ajoutait tout de suite. Êtes-vous à l'aise ou non? Si vous n'êtes pas à l'aise, pourquoi? Voilà. Donc, je me sens pas à l'aise. Pourquoi? Donc, c'est quoi la différence entre les émotions et les sentiments? Alors, l'émotion, c'est ce qui est très fort, qui t'emporte, comme par exemple moi quand je hurle parce que j'ai pas de moment, ça c'est une émotion totale. C'est pas un sentiment. Ma mère, je m'en fous complètement, mais je m'intéresse pas à elle du tout. Pas du tout. Ce que tu veux, c'est qu'elle t'aime. Je voudrais qu'elle m'aime et comme elle m'aime pas, j'ai envie de la tuer. Voilà, c'est ça l'émotion. C'est ça. Voilà, c'est ce que je disais finalement. Je l'ai vécu de l'intérieur. Je sais ce que c'est. Donc l'émotion, c'est quelque chose de violent, de très fort et qui nous emporte. Et si on la refoule, c'est ça l'histoire. C'est si on dit non, moi je pensais toujours, je suis une victime, je suis une gentille fille, moi je ferais pas de mal à une mouche. Donc c'est terrible quand on a ces idées-là, c'est terrible parce qu'à ce moment-là, toute la violence qui est à l'intérieur,
on peut pas souffrir de la regarder, on peut même pas la sentir même. Et donc on l'enfonce, et alors on l'enfonce avec beaucoup de choses. Alors il y a quand même des pièges dans la vie, puisque toi tu voulais être gentille pour pas ressembler à ta mère qui était donc la méchante. Ouais. Et donc en étant gentille, du coup ça te coupait de toutes tes émotions et du autres. Et du coup, j'ai vraiment failli lui ressembler. Voilà, j'ai vraiment failli. Mais oui, j'ai failli. Et là, c'est terrible. Quand on déteste quelqu'un, eh bien, il y a une sorte de machine qui se met en route à l'intérieur du cerveau, parce qu'on pense à cette personne, on en fait tout un plat, on conserve son image agressive à l'intérieur de soi et tout ça, en disant non, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Donc, cette image, elle est là. Il y a des neurones miroirs dans le cerveau, vous savez. Alors les neurones miroirs, eh ben, c'est quand on voit quelque chose, on se met à lui ressembler. Et ben donc on se met en fait à faire les choses qu'on déteste le plus au monde. Donc il faut détester personne. Voilà, ça c'est mieux. Alors il y a une autre phrase. Soi-même. Il y a une autre phrase de Swami Prajnanpal, c'est vous projetez sur les autres votre moi détesté. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben ça veut dire qu'en fait la plupart des êtres humains, enfin tout le monde, hein, bon, moi j'ai fait ça longtemps aussi. On dit c'est les autres qui sont comme ci, comme c'est ma mère, elle est méchante, elle est brutale, et nanana. Parce que ça, c'est le moi qui est à l'intérieur de moi que je déteste. C'est-à-dire que moi aussi, je suis violente et brutale. Sauf que... Et donc, je le cache pour pas ressembler à ma mère. Donc, je déteste mon moi violent et brutal. Et donc, je veux que être gentille. Voilà, que. Donc, en fait, il y a des espèces de polarité à l'intérieur de nous. On est à la fois gentil, à la fois méchant. Ça dépend de là où on se place. Et donc, Swamiji, il disait, il faut pas que l'homme soit bon. Il faut qu'il soit vrai. Ça sert à rien d'être bon. Si on veut être bon, ça veut dire qu'on pense aux méchants. Donc, moi, je voulais être une bonne mère, hein, pour pas être une méchante mère, hein. Donc, je voulais être une bonne mère. Eh ben non, comme il me disait, il faut être une mère, point. C'est tout. Parce que si on veut être une bonne mère, ça veut dire que l'idée de la méchante mère, elle est derrière. Donc, elle va sortir. Elle va agir. Elle va faire des trucs absolument stupides. J'ai fait plein de trucs stupides en tant que mère. Ça, je peux te le certifier. Alors, personne ne nous voit, personne ne peut vous apprécier, personne ne peut vous dénigrer, car personne ne vous connaît. Donc là, ça pose la question du jugement, puisqu'on est tout le temps en jugement sur les autres. Oui, on est tout le temps en train de juger les autres, mais on les connaît pas, en fait. On connaît pas les gens. On connaît pas même les gens très proches, on ne les connaît pas. On croit qu'on les connaît parce qu'un tel a fait ci. Donc, s'il a fait ci ou ça veut dire tout ça. Non, on n'en sait rien, en fait. On dit alors donc il dit aussi que chaque personne est unique, qu'un événement, même s'il ressemble à un autre événement, n'est jamais la même chose ne se produit. Et c'est là qu'on passe à côté de sa vie quand on est pris dans ces trucs-là, parce que du coup on est pris dans des images fixes, la méchante mère, la bonne mère, et du coup tout ce qui n'est pas tout ça, on le voit même pas. Et on passe à côté de sa vie, parce que sa vie, c'est quoi? C'est tous les jours quelque chose de nouveau. Et là, rien peut arriver de nouveau. Si je suis toujours une victime, je vais pleurer tout le temps. Voilà. Et c'est tout. Je vais pleurer, je vais dire, je suis si malheureuse, il faudrait qu'on me console. Alors, c'est vrai que ton livre s'appelle l'impermanence heureuse, puisque finalement, le bonheur est dans le mouvement, puisque tout change tout le temps. Voilà. Et pourtant, pendant longtemps, dans ta vie, ça a été la permanence malheureuse. Oui, à une époque, j'étais persuadée d'être la femme la plus malheureuse du monde. La femme, parce que elle m'avait fait tellement de trucs affreux, ma mère et tout ça, voilà. Mais la pauvre, finalement, mais ça m'a pris très longtemps pour m'en apercevoir. Elle faisait de son mieux dans les circonstances où elle était, qui étaient pas les miennes, qui étaient les siennes. Elle faisait de son mieux. Et quand on se rend compte de ça, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, je dirais ma pauvre choute, oh là là. Mais bon, c'est bête d'avoir fait ça. Elle s'est privée de l'amour de ses enfants, c'est quand même terrible. Elle a fait tout le boulot, elle les a mis au monde, elle les a quand même élevés, nourris, là. Et en fait, il l'aime pas, ses enfants. C'est quand même pas rigolo, quoi. Parce qu'elle a pas su arranger le truc, quoi. Elle a pas su gérer ses émotions, justement. Et emportée par des émotions, elle a fait des trucs. Alors, tu racontes que chaque matin, elle se levait, la porte du frigo était cassée depuis toujours, et à chaque fois, elle hurlait que la porte du frigo était cassée. Non, donc elle fermait mal. Elle était même pas cassée. Elle disait que la porte avait été pas bien refermée. Donc c'était un truc qu'elle disait. Est-ce que c'était vrai ou pas? On sait pas. Mais il fallait qu'elle crie tous les matins parce qu'elle avait un trop plein d'émotions qui avait jamais été compris ni je sais pas quoi. Et donc elle hurlait dans la maison à tue-tête, voilà. Et donc tous les autres. Donc elle exprimait ses émotions quelque part en hurlant, mais finalement ça la guérissait pas en fait. Parce exprimer des émotions ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est de les comprendre. Exprimer des émotions, ça soulage provisoirement, certainement, ça devait la soulager un peu, mais ça la guérit pas du tout.
Au contraire, dans sa vie, ça l'a enfoncé. Parce qu'exprimer ses émotions à l'intérieur d'une famille où tout le monde a envie de se boucher les oreilles, bah, c'est pas, ça lui fait pas du tout, elle vivait de façon malheureuse. Elle était malheureuse. Alors qu'elle passait son temps à taper sur tout le monde. Donc, les émotions, si on les comprend pas, on n'en guérit pas. Alors, on revient toujours sur cette phrase qu'on est en train de commenter. Personne ne vous voit. Personne ne peut vous apprécier, personne ne peut vous dénigrer. Donc, par exemple, si on dénigre quelqu'un, finalement, on n'a pas à recevoir ce mauvais jugement, puisque... Il faut pas recevoir les bons. Alors, souvent, les gens, ils aiment bien recevoir les bons jugements. Hein. Ah, quelqu'un m'a fait un compliment, je suis très contente. Ah là là. Donc, mais oui, si on t'attrape les compliments, alors les reproches, il faut les attraper aussi, sinon ça marche pas, quoi. Donc, en fait, ça rime à rien, ni l'un ni l'autre. Il avait une très jolie phrase, Swamiji, il disait, jusqu'à quand allez-vous danser sur la langue des autres? Et moi, je voyais la langue et qu'on danse sur la langue. Et voilà. La langue des autres, c'est la langue des autres. Alors, comment on fait pour se libérer de ça? Comment on fait pour se libérer de ce regard, de ce jugement qu'on peut penser que les autres ont sur nous? Parce qu'il faut se libérer des jugements qu'on porte sur les autres. Il faut toujours partir de soi. Parce que la personne qu'on peut le mieux connaître, c'est soi. Et on se connaît très mal en général. Donc, soi-même, on voit qu'est-ce qu'on fait. Je juge quelqu'un. Je jugeais que ma mère, c'est une mauvaise mère. Bonne, je sais pas quoi, pour la potence. Hein, voilà, pas moi, quoi. Carrément? Carrément, ouais. Bon. Et je juge à partir de rien du tout. Je connais pas sa vie. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais rien d'elle. Je sais rien, je sais juste qu'à un moment donné, elle m'a hurlé dessus, voilà. Elle m'a fait peur et donc j'étais tétanisée. Bon, d'accord. Mais bon, c'est un élément dans sa vie. C'est quoi? C'est 5 minutes. Enfin, je sais pas. Et je vais juger à partir de là. À partir d'un seul élément. Mais une personne humaine, c'est un univers. C'est un univers, une personne humaine. C'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Alors, on juge les autres. Donc, on se juge soi-même. Et on se juge mal. Et on se juge en général mal, hein, voilà. Ou alors, on essaie de se faire des personnages un peu bizarres. Je suis la victime permanente, alors il fallait que je pleure le matin dans mon thé, parce que sinon, j'étais plus une victime, quoi. Hein, voilà. Donc, je veux bien montrer à tout le monde que j'étais une victime. Donc, en fait, dans cette posture de victime, il y a un peu l'idée de fixer, en fait, quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la souffrance, finalement, a de la valeur. Et si je me suis dans une posture de victime, j'ai de la valeur aussi quelque part, j'ai aussi une place à prendre. Ouais. Et dans notre société, on considère que les victimes sont toujours innocentes. Et Swamiji, il avait une phrase qui était assez radicale, qui était « L'assassin et la victime sont les deux faces de la même expérience ». C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, la victime est un assassin en puissance, absolument, et que l'assassin, c'est une victime aussi, parce que sinon il peut pas devenir un assassin. Donc la victime et l'assassin, c'est vraiment la même, c'est comme ça. Et donc moi, quand je suis tombée dans cet état de bébé qui marche à 4 pattes, quelle est la première émotion qui m'est remontée? C'est je veux tuer ma mère. J'ai réussi à le dire en anglais en plus. Je veux tuer ma mère. Et Swamiji m'a fait un grand sourire. Il m'a dit very nice, très bien. Parce que c'était la manière que c'était à ce moment-là que j'ai compris ce rapport justement qui paraît on distingue la victime c'est ça, l'assassin c'est ça, c'est complètement différent. Gentil, méchant, le bien, le mal, c'est le monde à la Walt Disney. Hein. Les méchants ils sont très vilains, hein, et les gentils ils sont beaux, ils sont bien coiffés. Là. C'est des trucs totalement stupides. Mais ça embrouille beaucoup les gens. Donc en fait, il a cette parole aussi radicale. Une des lois de la vie, c'est tuer ou être tué. Voilà. Donc ça, oui, c'est-à-dire que quand je suis dans cet état où je me sens tuée, donc je suis pleine d'angoisse en fait. Et alors moi, j'ai traîné ces angoisses pendant quand même un certain temps tout de même. Hein. Donc j'avais des angoisses et je savais à ce moment-là, puisque je l'avais vécu, que si je voulais sortir de l'angoisse, il fallait que je m'imagine en train de tuer ma mère. Et ça me faisait vraiment, c'était dur à faire, c'était très 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 dur, je voulais pas, je suis une femme gentille, je vais pas faire ça, même dans ma pensée. Et dès que je m'imaginais que j'étais en train de lui tordre le cou, je sais pas quoi, tout de suite, l'angoisse partait. Donc on fait pas du tout d'appel au crime, hein, c'est pas ça du tout. Non. Tout ça se passe de façon psychique, on est d'accord. C'est de la pure imagination. Émotionnellement, pas du tout. Et justement, il me disait, Swamiji,
si vous tuez émotionnellement votre mère, vous serez beaucoup plus gentil avec elle dans la vie réelle. Donc alors, j'ai l'impression que ça fait pas partie des thérapies brèves, Swami Prajanpad, parce qu'il suffit pas de la tuer une seule fois, il faut y retourner plusieurs fois sur son ouvrage. Parce que ça, c'est véritablement une transformation en profondeur de toutes les valeurs qu'on a enfouies en nous depuis qu'on est petit. Hein. C'est comme par exemple, à l'école, on vous dit toujours « pourrait mieux faire ». On peut se poser la question, pourquoi pourrait mieux faire? Si je peux mieux faire, pourquoi je le ferais pas? Dans quel but? Dans quel... Ça serait quoi? C'est un peu l'idée qu'on a un potentiel qui n'est pas utilisé. Et qu'on a quelque chose de mauvais en nous qui nous pousse à faire pas bien ce qu'on pourrait faire bien. Il y a quelque chose à voir avec le péché originel ou je sais pas quoi là. Il y a un truc là. La nature humaine n'est pas bien et voilà. Alors que non, là, il disait justement l'expression de ces émotions à condition de la comprendre, à condition de comprendre que chaque personne est différente, que chaque personne est unique, que chaque personne, quand elle fait quelque chose, elle ne peut que le faire. Elle ne peut pas faire autrement. Il me répétait tout le temps, votre mère, elle était impuissante, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas faire autrement. Il disait qu'elle t'aimait d'un amour ignorant. Alors, c'était pas d'elle qui parlait quand il parlait d'amour ignorant, mais c'est pas grave. L'amour ignorant, c'est aussi un amour qui peut être justement, comme on disait tout à l'heure, souvent les parents, ils aiment leur enfant d'un amour ignorant, c'est-à-dire qu'ils aiment l'avoir. Hein. C'est ma fille, c'est... L'autre jour, quelqu'un me dit, c'est ma fille, vous vous rendez compte? Elle parle un langage que je ne comprends pas aujourd'hui. Elle parle avec ses amis, elle parle comme ça, je ne comprends, alors que c'est ma fille. Elle à moi. Donc c'est un amour ignorant. Elle est à moi. Non, elle est pas à toi, ta fille. Elle est à elle d'abord. Voilà, c'est ça. Hein, avant d'être à toi. Le privilège de donner est le plus grand privilège de l'homme. Voilà. Parce que donner, c'est ça qui permet de s'ouvrir. Alors les gens parlent de l'ego, moi je n'aime pas trop ça. De s'ouvrir, et quand on donne, eh bien, on s'ouvre à l'autre personne. Et du coup, on devient soi-même plus grand. Parce que c'est ça l'idée. C'est pas de rester surtout pas de rester sur, oh là là, on m'a tapé quand j'étais petite, là, c'est fini, hein. Bon. Mais de s'ouvrir à l'autre personne, de s'ouvrir à la nouveauté, et de s'ouvrir à l'autre personne. Parce que pour donner à quelqu'un, c'est très difficile. Parce que quelqu'un d'autre, il est donc unique. Donc, ce qui va lui faire plaisir, c'est pas ce qui me fait plaisir à moi. Donc, si moi, je lui donne ce qui me plaît, eh ben, ça va l'énerver. Par exemple, moi, j'adorais être consolée. Parce que je voulais qu'on me console. Parce qu'à cause que j'étais, expliqué. Voilà, bon. Eh ben, quand je voulais consoler mon mari, ça le rendait furieux. Il détestait ça complètement. Parce que ça lui plaisait pas du tout. Parce que il n'était pas moi. Il était lui. Donc, il fallait lui donner quelque chose que lui, qui a de la valeur à ses yeux, que lui, il peut prendre. Et donc, donner à quelqu'un, c'est très difficile. Et du coup, on apprend comme quand on apprend quelque chose, et ben rien n'est facile. Donc j'essaye de donner ça marche pas, il faut que j'essaye autre chose, ça marche pas, j'essaye autre chose. Et après, quand on fait 10 choses, il y en a une qui va marcher. Mais si on s'arrête en chemin, il y a rien qui marche. Et parce que l'on sent les choses comme elles sont, tous les doutes, toutes les illusions, l'ignorance et les souffrances disparaissent. Et ben voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai, enfin je veux dire, on peut le vivre. C'est-à-dire si je me rends compte que ma mère elle est comme elle est, c'est-à-dire qu'elle s'est conduite comme ça et elle a pas du tout fait autre chose que ce qu'elle a fait, elle a fait ça exactement, elle l'a fait et que c'est quelque part un changement dans un mouvement qui était le sien de sa vie et je vois cette chose et cette chose je trouve qu'elle est à sa place parce que elle est à sa place, toutes les choses qui se passent sont à leur place et à ce moment-là eh bien je suis parfaite, je me détends et je me sens bien et toutes les choses et je suis ouverte à tout ce qui peut arriver de nouveau. Et en fait, il arrive tous les jours des choses, des aventures extraordinaires tous les jours. Donc personne n'a jamais fait de mal. Personne n'a jamais fait de mal. Oui. Donc là, du coup, ça pose la question du bien et du mal. On se dit, c'est pas possible. Donc Oui. D'abord, toi, t'as pensé longtemps que ta mère, elle avait mal fait. Et que moi, j'avais mal fait en tabassant, enfin, en embêtant cette orpheline qui m'avait rien fait. On peut dire, objectivement, c'est quand même un comportement dégoûtant. Elle me fait rien, elle passe dans mon jardin sous ce qu'elle fait la pauvre avec un air triste. Et moi, ça me rend complètement, et j'ai envie de... insupportable. Bon. Alors, personne n'a jamais rien fait de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que tu dis tout ce que tu fais, quand tu le fais, que ce soit la pire des choses, entre guillemets, tu penses que c'est bon, que c'est bien et que c'est juste. Sinon, tu le fais pas. D'accord, mais ça peut faire du mal aux autres. Oui, mais à ce moment-là, de deux choses l'une,
soit les autres, tu t'en fous parce que y a que tu t'intéresses qu'à toi. Donc, tu es vraiment fermé sur toi, les autres, ça n'existe pas. Hein, donc, ils sont juste là pour te servir ou comme la phrase que tu as dit tout à l'heure, je vais tirer de ce qui m'intéresse et le reste, je jette. Voilà, c'est un peu ça le comportement qu'on appelle égoïste, entre guillemets, et qu'on dit, ah, c'est pas bien d'être égoïste. Sauf que tous les autres sont égoïstes parce qu'ils pensent pas à moi. Hein. Et ça me rappelle un peu une phrase que j'avais notée, alors est-ce que je l'ai là, qui explique que quand l'enfant naît au monde, il s'intéresse qu'à lui. Voilà. Il s'intéresse vraiment qu'à lui. Et on lui explique que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on va corriger son comportement, on va dire, bah non, pense aux autres, partage. Enfin voilà, on va lui donner toute une éducation qui va à l'encontre de ce qu'il ressent. Ouais. Et du coup, il va penser que les gens sont méchants avec lui. Il va se mettre à les détester. Et on va lui dire, c'est pas bien. Et alors, du coup, il va se mettre à se détester lui-même. Alors que Swamiji raconte que dans l'Inde, comme elle était avant, où il fallait voir et non pas croire, eh bien, on disait aux enfants de 6 ans, leur prière, c'était que mon pouvoir de discrimination augmente. Que j'arrive à distinguer entre les choses que je sens. Il y a des tas de... Mais en Inde, aujourd'hui, c'est plus ça. Tout le monde est devenu occidental. Donc, il y a plus ce genre de choses. Donc, alors que d'augmenter mon pouvoir de discernement, c'est ça? Mon pouvoir de discernement, de discrimination, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment sont les choses, comment elles fonctionnent. Donc, comment moi, je fonctionne. Alors... quand même, moi, je voudrais revenir sur personne n'a jamais rien fait de mal, parce que c'est quand même un peu la base. C'est une chose insupportable, je suis d'accord avec toi. Les gens ne supportent pas ça. Quand tu me dis cette phrase, moi, ça m'arrive. Parce que moi, je fais des ateliers, des fois, je lâche des phrases comme ça. Hein, parce qu'il y a des gens, ils sont pétris de reproches qu'ils font aux autres. Pétris. Ils pensent qu'à ça toute la journée. Et donc, du coup, ils sont même pas... Par exemple, mais peut-être c'est trop tôt pour parler d'Alzheimer, mais bon, les gens ils disent, ils sont prêts à faire 250 000 reproches à quelqu'un qui a Alzheimer, parce que comme son cerveau, il n'a pas les infos, forcément, il va faire des choses à côté de la plaque. C'est le principe de la maladie. Et donc, on fait des reproches, mais non, chaque personne fait du mieux qu'elle peut. Les gens disent, oh mais c'est pas possible, pas les pervers quand même. Ah mais pas les violeurs quand même, pas les. Tu connais un pervers, tu sais comment c'est dedans, tu sais comment c'est fait. Moi, non. Tu sais pas. Si tu l'es pas, tu sais pas. Donc, ça rejoint, ce qui est rigolo, c'est que ça rejoint un des principes de la PNL, c'est que chacun fait du mieux possible. Enfin, chacun fait de son mieux en fonction des informations dont il dispose, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Donc, mais ça, il faut le vérifier sur soi-même pour pouvoir l'accepter sur les autres. Si soi-même, on voit qu'on fait du mieux, moi, quand j'ai... Alors, on fait surtout beaucoup de reproches, on est surtout beaucoup dans la culpabilité, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Oui, mais parce qu'on n'a pas les motivations, on sait pas pourquoi on le fait. On sait pas pourquoi, parce que ça paraît bizarre, je joue dans mon jardin, d'un seul coup je sors et je mets un jury, cette orpheline à qui j'avais jamais adressé la parole. Donc on peut se dire, c'est complètement idiot, c'est stupide, c'est machin, on va trouver. Je passe devant un tribunal, je suis condamnée. Hein bon, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est comme quand un malade devient agressif. Bon, il a fait quoi avant? Donc, le refus absurde de la vérité est naturel chez l'homme. Eh ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chacun sait dans le fond de son cœur qu'il est parfait, ce qui est vrai aussi. Il le sait et donc il croit que c'est son petit personnage qui est parfait. Il sait pas que c'est en tant qu'être humain qu'il a cette possibilité ou cette capacité à être parfait qui existe. Hein. Il croit que c'est lui-même, son petit machin, son petit moi. Je suis Madame Truc, je suis parfaite, je suis très bien. Voilà. Et ça, c'est le refus de la vérité totale. Je suis quelque chose qui bouge. Je suis quelque chose qui se transforme, qui tout le temps. Et tout se transforme. Les gens, oh là là, avant c'était mieux. Nan. Elle se transforme. Ah, avant, j'étais plus jeune. Chaque jour est nouveau. Donc, justement, on arrive à la phrase, tout est ici et maintenant, aujourd'hui ne finit jamais. Voilà. Aujourd'hui ne finit jamais. En fait, on est tout le temps en train de vivre aujourd'hui, alors qu'on croit que on a vécu hier et qu'on va vivre demain. On est aujourd'hui. Et on est toujours en train de vivre aujourd'hui. Je trouve que la phrase très jolie, moi. C'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et puis il y a un autre aujourd'hui après, mais c'est aujourd'hui. Donc, on est là, et c'est là qu'il faut être. Et on vit dans une société dans laquelle des écrans de téléphone, même machin, ordinateur, personne n'est là où il est.
Donc après, les gens, ils disent, ah ben, je suis passé à côté de ma vie, je comprends pas, c'est déjà fini, mais j'ai rien vu, j'ai rien fait. Donc revenons un petit peu à la méthode Swami Prajnanpal, si j'ose dire ça, alors qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Mais non, il n'y a pas de donc, méthode. tu vas le voir avec une question. Il te demande de regarder les yeux de l'orpheline. Ouais. Tu plonges immédiatement dans parce que j'étais pas très refoulée. Hein. Tout est ici et maintenant. Aujourd'hui ne finit jamais. Voilà. Donc l'idée, c'est de vivre dans le présent. Si on vit dans le passé, c'est comme si on se couvrait de déchets. Le passé, c'est un déchet. On se couvre de déchets et on se sent mal. Le passé doit rester dans le passé. On est dans le présent. Donc, il faut vivre ce présent pleinement. Et c'est ça qui rend heureux et qui rend content. Mais il faut savoir que ce présent, il est impermanent. Que tout ce qu'on voit, ça bouge, ça remue, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, ça disparaît. Et arriver à trouver un équilibre ou un apaisement dans ce mouvement. Parce que, en fait, souvent, les gens croient que c'est ce qui est fixe qui va vous mettre en sécurité. Et en fait, non. Si on se rigidifie sur quoi que ce soit, plaf, le moindre truc fait tomber par terre. Alors que si on bouge, avec tout ce qui bouge, on reste en mouvement et on est dans le flow, on dirait aujourd'hui. On est dans le flow. D'accord. Dans la vie. Qui bouge, qui se transforme. Donc en fait, souvent le problème du présent, c'est que on est soit dans l'anticipation du futur, ou alors dans le passé qui vient s'inviter. Parce qu'en général, le futur auquel on pense, c'est la compensation du passé. C'est comme ça qu'on le voit. Donc on ne voit pas le futur, on voit pas le passé. Il faut qu'on se mette dans le présent. Il faut qu'on arrive à se coller dans le présent. Et justement, ce que je disais à propos d'Alzheimer, c'est que les patients Alzheimer vivent dans le présent. Ils ont perdu le passé, le futur, ils peuvent pas le penser. Donc, eux, ils sont vraiment là, quoi. Donc, ils peuvent nous apprendre ça. Alors, on en était sur comment ça se passait avec Swami Prajnanpal. Donc, oui. Tu vas le voir avec ta question, qui donc envahit ton présent, en quelque sorte, puisque tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Ouais. Et si finalement, tu es quelqu'un de valable, vu que tu as fait quelque chose de mal. Donc, tu vas faire cette régression qui va te conduire à ton premier trauma, en fait, avec ta maman. Il y a cette libération, d'abord, tu es plongé directement dans l'expérience. Donc tu déroules cette scène que tu ne connaissais pas consciemment. Non, je la connaissais pas du tout. Après cette libération émotionnelle, physique, il faut comprendre. Voilà. Et ça prend du temps parce qu'on a toutes les valeurs qu'on a l'habitude dans lesquelles on habite, on vit dans ces valeurs, toute notre culture. Il faut se détacher de cette culture. Parce que sinon, si on reste dans cette culture... Alors, comment il va te conduire? Parce qu'il va te dire, il faut se détacher de cette culture. Non, comment il va mener l'entretien? Non, ça, c'est moi qui le dis. Alors, dans le travail de Swami Prajnanpal, si on reprend vraiment pour essayer de cerner son travail, comment ça se passe, en fait? Eh ben, il y a des discussions. Si on a un argument contre, on lui dit, par exemple, mettons-moi un jour... je me remets à pleurer sur ta mère, parce que ça dure quand même une bonne partie de ta vie. Ça dure. Et à ce moment-là, Swamiji, il me dit, vous pouvez pleurer. Je lui dis, je peux pleurer longtemps, ça changera rien. Il me dit, vous pouvez pleurer pendant 100 ans, pendant 1000 ans. Et d'un seul coup, je fais, waouh, je vais pas faire ça. C'est trop bête. On a l'impression que c'est une question de choix presque personnel. Oui, mais il faut voir le choix. Je me suis dit, si je continue comme ça, à pleurer, mais ça a pas de, c'est absurde. Parce qu'elle m'a tapé pendant 5 minutes, hein. Ça n'a pas duré plus longtemps. Et moi, j'ai chialé pendant 1000 ans. Ça mérite pas. C'est complètement disproportionné. Ça n'a aucun sens. Mais c'est surtout de pleurer pendant 1000 ans, ça n'arrange personne. Non, personne du tout, nulle part. C'est ça. Et ça, c'est une prise de conscience, ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est une prise de conscience qui est intervenue longtemps après cette séance. Mais c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui arrivent et puis qui s'en vont, puis qui arrivent, puis qui s'en vont, puis qui sont chaque fois plus larges, plus grandes. Au fur et à mesure que l'ego, que la personne grandit. La prise de conscience peut pas être plus grande que moi. Par exemple, moi, je peux pas être plus gentille, en vérité, avec quelqu'un que je suis avec moi-même. C'est souvent, les gens s'imaginent, ah, mais je sacrifie ma vie pour je sais pas qui. Attends, tu te sacrifies, ça veut dire que l'autre, il est 2 fois sacrifié. Hein. 2 fois. Pas une fois, mais 2. Toi, tu le sacrifies 1 fois, et l'autre, ça fait 2 fois qu'il est sacrifié par toi, quoi. On peut pas être plus sympa avec les gens qu'on est sympa avec soi-même. Donc, il faut vraiment se connaître, s'apprécier. Parce qu'on est son meilleur ami. On est aussi son meilleur ennemi. Donc, son pire ennemi, plutôt que son pire ennemi. Alors, c'est une autre phrase de Swamiji. Ouais. Vous êtes votre meilleur ami et vous êtes votre pire ennemi. C'est moi qui peux me faire pleurer pendant longtemps. C'est moi qui décide.
Donc, par contre, je peux aussi être mon meilleur ami et dire, allez, ça va, t'as assez pleuré, c'est bon, maintenant, on passe à autre chose. On a des choses plus intéressantes à faire. Donc, l'expérience émotionnelle seule est la source de la force intérieure. Ouais. C'est-à-dire que si on n'a pas vécu ces émotions, si on les a pas attrapées, si on les a pas, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux être plus spécifique? Si on les a pas travaillées, si on n'a pas été voir comment c'était, si on n'a pas vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, eh ben on n'a pas de force. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quoi peut vous faire tomber par terre. Alors que si on se connaît si on connaît les émotions, donc on sait que les autres ils en ont. Donc on les voit arriver, on les voit agir, on les voit réagir. Parce que il y a toujours action-réaction. Donc ça donne une grande force, une grande stabilité, une grande force on tient debout. On est debout sur ses jambes et on peut avancer. Sinon, non, pas du tout. Donc ça rapporte beaucoup les choses vers soi-même en fait. Le premier critère pour toute recherche de connaissance, c'est que l'on sente d'abord que pour toute réaction interne en moi, la cause racine n'est pas à l'extérieur, mais bien en moi. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand j'ai une émotion, je peux accuser qui que ce soit de m'avoir créé cette émotion, mais en fait, non. La cause, elle est à l'intérieur de moi. C'est toi qui t'es créé cette émotion parce que tu t'es raconté une histoire sur ce qui s'est passé. Et dans cette histoire, tu te donnes un rôle. T'es le metteur en scène, l'écrivain de la pièce et puis l'acteur. Tu fais les 3 rôles. Donc, tu dis, par exemple, on va prendre un exemple, par exemple, moi, je vais aller pleurer sur ce midi, parce que j'ai dit, Daniel, on devait sortir, je m'étais habillée comme ça, puis il m'a regardé, il m'a dit, non, mais cette robe te va pas bien. Ah, je fais, alors, c'est qu'il m'aime pas, ces trucs, ouais. Donc, à partir d'une phrase que lui dit, cette phrase, il se rapporte à lui, en fait. Il veut que sa femme soit, je sais pas quoi, bon. Et ben, moi, je raconte une histoire. Et dans cette histoire, lui, je le transforme en ma méchante mère. Moi, je suis la petite fille qui était bébé. Et puis après, je fais le truc. Je fais le sketch toute seule. Donc, connaître, c'est être. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la connaissance intellectuelle. Alors, avec la connaissance intellectuelle seule, il n'y a ni la douceur délicate, ni le sentiment de sérénité totale ou de ravissement qui accompagne l'expérience de la connaissance. Parce que connaître, c'est sentir, voir et sentir. Donc, quand je sens ce qui se passe, quand je sens et que je vois que, mettons, telle personne qui est en face de moi, elle va dire un truc, mais elle n'est pas dans ce qu'elle dit. Enfin, je sais pas. Je vois tout ce schéma. Et si c'est vrai ce que je vois, eh ben, je suis apaisée parce que je vois. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc, tout devient simple. Et on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. On peut très bien ne rien dire du tout. Des fois, c'est beaucoup mieux. On dit rien. On dit pas ce qu'on a vu. Alors, tout est différent et tout est relié. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, chaque personne est différente. Mettons, toi, t'es très différente de moi. Les gens qui pensent que c'est ma fille, donc paf, je l'attrape, j'en fais ce que je veux, je lui dis, fais ça et obéis-moi parce que t'es ma fille. C'est complètement nul. La fille, elle est d'abord à elle. Tu veux dire qu'il y a plus nul que toi comme maman, alors? Mais non, parce qu'à une époque, j'ai fait des bêtises, tu me comprends. Peu importe. Bon, on va pas faire le... Non, je plaisantais. C'est ça, on va rigoler. Mais l'idée, c'est que... Tout est différent en été. C'est que, il faut bien voir que chaque personne est différente. Parce que chaque personne a une histoire différente, a un vécu différent, a des expériences différentes. Et elle connaît ce qu'elle a vécu. Elle peut pas connaître ce qu'elle a pas du tout vécu, c'est pas possible. Alors, donc là, on est sur tout est différent. Mais alors, et après, tout est relié. C'est-à-dire... Tout est relié parce que tout ce dont on est porteur s'exprime. Là, des gens disent, je prends sur moi. Tu parles, tu prends sur toi, tu prends rien du tout. Ce que tu éprouves, c'est énervé. Ça s'exprime. Même si toi, tu crois que je prends sur moi, donc je me tais, je suis genre, non, ça s'exprime. Si t'es énervé contre quelqu'un, ça passe, ça fuit de partout. Donc, tout est relié. Donc, tu n'es pas séparé. Or, nous, on vit dans une société dans laquelle on a l'impression que les gens, ils sont tous dans des sachets en plastique, n'est-ce pas? Ils sont indépendants, ils sont pas reliés, ils sont tous dans des, comme ça, là. Non. Non, on est poreux, on est totalement poreux. On est poreux en sens qu'on absorbe tout ce qui passe autour et on émet tout ce qui passe autour. Ça sort tout seul.
T'as pas besoin de faire. Tu veux pas dire, tiens, je vais émettre des ondes. Non. On est traversé par des ondes et on émet des ondes. Donc, tout est relié. Alors, et donc, tout est relié. Est-ce que c'est aussi dans le sens de l'action-réaction? Oui, parce que quand on fait une action, ça provoque une réaction. Toujours. Il y a pas quelqu'un, on peut pas dire, tiens, je vais faire ça, et puis tout va s'arrêter. Non. Je fais ça, et ça va réagir. Tout ce que je fais, ça fera une réaction, qui elle-même fera une réaction, qui fera une réaction, qui fera une... C'est ça le karma. C'est l'action-réaction. Donc, chacun existe dans son droit et dans sa majesté. Ouais. Ça, j'ai du mal à l'admettre. Moi, ça m'a fait un peu... Parce qu'il y a des gens, je trouvais vraiment... Bon, je veux bien qu'ils aient le droit d'être comme ça, mais de dire qu'en plus, ils aient une majesté, alors là, je faisais... C'est un peu exagéré. Eh ben non. Eh ben maintenant, je suis d'accord de ça. Mais ça m'a pris très longtemps. Donc, chacun existe dans son droit et dans sa majesté. Du coup, ça peut nous conduire justement à ton approche sur la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire à respecter tous les gens. Un être humain est quelqu'un qui a besoin d'abord d'être respecté. Et dès qu'on respecte pas quelqu'un, ça fait des dégâts. Même si ça ne se verbalise pas, même si ça ne se voit pas, si on est en rapport avec quelqu'un qu'on ne respecte pas, c'est absolument terrifiant. Mais alors, pour respecter quelqu'un, il faut d'abord se respecter soi-même. Voilà. Et on en est empêché parce qu'on se trouve pas bien. Voilà. Donc, il faut arrêter de se faire des reproches. C'est très important. Il faut arrêter de se faire des reproches à soi et aux autres. On arrête. Alors, stop. Il y a un moment donné, donc dans l'impermanence heureuse, tu parles de Daniel qui a la maladie d'Alzheimer et tu te retrouves un matin dans ton lit et tu as cette vague de tristesse pourtant qui t'était à la fois familière et que tu avais réussi à transcender, à dépasser. Et qui revient. Et qui revient en disant, parce que je me sens impuissante. Voilà. Je me sens impuissante. Je vois que son état se dégrade. Je vois qu'il n'arrive plus du tout. Il veut servir son ordinateur, il n'y arrive plus du tout. Enfin, je vois plein de choses qui me paraissent comme ça. Je me sens triste. J'ai envie de pleurer. Et d'un seul coup, je me dis, non, mais ça va pas, ça. Ça va pas, ça. Parce que si je me mets à pleurer là maintenant à la catastrophe, ça va être quoi? Ça va être terrible. Ça va être pire que tout. Parce que lui, il va le sentir. Il va devenir 2 fois plus triste que moi. Hein? Et après, qu'est-ce que je vais faire avec ça? S'il est 2 fois plus triste, et puis on va tomber dans un trou, et puis c'est tout. Et après, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font les gens la plupart du temps. Ils tombent dans un trou, et ils disent quelle maladie horrible, parce qu'ils sont tombés dans le trou. C'est un piège, il faut pas y aller. Donc j'ai dit adieu à la tristesse. Et je me suis sentie tellement bien. J'ai dit adieu à la tristesse, je laisserai plus jamais la tristesse venir me chatouiller. Tout simplement parce que tu as considéré que c'était contre-productif dans la situation, que finalement cette tristesse, mais c'est comme si tu avais eu à l'intérieur de toi un espace de choix. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait le chemin de la tristesse ou un autre chemin. Et là, j'ai dit non, j'en veux pas. Parce que ça va me faire une vie pourrie. Parce que souvent, on fait quelque chose parce qu'on croit que ça va être bénéfique par je sais pas quoi, je vais me plaindre à je sais pas qui. Enfin, souvent les gens sont dans la plainte. Ah là là, ça va pas, gna, gna, parce qu'ils croient qu'ils vont gagner quelque chose avec cette plainte. Souvent, ils énervent les gens et puis c'est tout. Hein. Donc c'est pas. Mais là, je me suis dit, là vraiment, c'est fini la tristesse, la bonne humeur. Tous les jours, c'est vraiment indispensable. Donc, c'est une espèce de choix. Ouais, c'est un choix. Il faut avoir quand même le choix d'avoir ce choix. Ouais. Voilà, il faut avoir ce choix, mais bon, je l'ai eu et je l'ai pris comme ça. Et comme je dis aux gens, je suis maintenant de bonne humeur tous les jours. Donc, alors, l'impact de Swami Prajanpad là-dedans. Quoi? Dans ce choix que tu as réussi à faire, c'est grâce à l'enseignement de Swami Prajanpad, au chemin parcouru. À tout ce que j'avais fait avant, c'est sûr. Mais en fait, si on y voit clair, si on arrive à voir, parce que c'est une question de discernement. On peut voir très bien que la tristesse est tout à fait contre-productive. On peut voir que si on fait quelque chose qui va créer une réaction en sens inverse, si on crie par exemple sur quelqu'un qui a Alzheimer en lui disant t'es bête parce que t'as pas compris, on peut voir. Bon, la première fois, disons qu'on savait pas, mais la deuxième, on sait. On peut voir la catastrophe que ça fait sur lui. Ça fait une catastrophe terrible. Bon. Alors, les gens disent, ouais, mais ils sont agressifs. Ils sont agressifs. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait avant? Voilà. C'est juste ça. Donc, toi, dans l'approche que tu as développée, qui est en fait emplie de l'enseignement de Swami Prajanpad. Totalement remplie, je suis d'accord jusqu'au bout. Donc, c'est une manière. Mais je le dis pas, je le dis pas. Ah si, on le dit là, justement. Non, on le dit. Mais sinon, c'est une histoire de bon sens. C'est une histoire de sens de la vie. De bon sens. Il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui a un cerveau abîmé, donc les infos n'arrivent pas à son cerveau. Il y a des tas d'infos qui n'arrivent plus à son cerveau. Il y en aura de moins en moins qui vont arriver. Nous aussi, on fait confiance aux infos que notre cerveau nous procure. On va pas faire confiance aux infos qu'un autre cerveau il a. Ça nous sert à rien. Donc, alors on dit, voilà, avec les infos qu'il a aujourd'hui, voilà ce qu'il fait.
Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à comprendre sur cette maladie comment elle fonctionne. C'est quand même bien, quoi. Parce que du coup, c'était de plus en plus facile de vivre avec lui. Et de plus en plus sympa. Alors, c'est ça qui est tout à fait étonnant dans cette approche, et tu donnes des ateliers pour les aidants, pour aider les aidants à aider... et les soignants, les deux. Parce que les soignants aussi. Et les soignants aussi. Les soignants aussi, ils savent pas non plus. Ouais. Ils comprennent pas forcément, on leur explique pas. Oui. D'accord. Donc, les phrases de Swami Prajnanpad, elles sont bien sûr dans tous les livres édités par Daniel Roumanoff, auxquels tu as contribué au fur et à mesure d'ailleurs. Oui. Tu l'as beaucoup aidé dans de son livres travail. chez Acarias, l'originel. Beaucoup Et là, chez Albin Michel, il y a l'ABC d'une sagesse, qui a donné un peu le titre de cette émission. Ouais. Et donc, j'ai feuilleté, en fait, la première édition, et je suis tombée sur une dédicace de Daniel qui disait « Merci Catherine d'avoir trouvé ce titre ». Alors, j'étais tout à fait émue parce que je me souvenais plus que c'est moi qui avais trouvé le titre de l'ABC de la sagesse. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Moi non plus, je m'en fais pas. Oui, voilà. Alors, donc, du coup, c'est classé, en fait, par ordre alphabétique, où il y a... par exemple, D, donner et recevoir. Voilà, donc qui parle de la relation. Il est impossible de faire quoi que ce soit sans intérêt personnel. Voilà, donc il y a plein de phrases. Alors on va plein de phrases qui sont pas faciles à comprendre du tout, hein. Parce que pour comprendre, il faut avoir le décodage. Il faut décoder, il faut arriver à décoder l'ensemble. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc grandir, c'est dépasser ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc on est dans un chemin d'évolution. Donc en fait, c'est quoi ce chemin d'évolution? Parce qu'on parle de l'expérience de l'unité, de la réalisation du soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce chemin? Finalement, on veut arriver où? Eh ben, c'est pas qu'on veut arriver, c'est que d'après Swamiji, tous les êtres humains, ils sont en chemin. C'est pour ça qu'ils disaient oui à tout le monde. Tous les êtres humains, ils sont en chemin. Ils disaient pas oui à tout le monde, en fait. C'est pas vrai. Donc on est en chemin vers quoi, déjà? Eh ben, vers le bonheur, tout simplement. Et c'est ça qu'on sent. Tout le monde a envie d'être heureux. C'est pas, hein, voilà. Mais alors, justement, il donnait comme ça par exemple, il raconte comment personne n'est jamais content de sa situation, quelle qu'elle soit. On veut quelque chose, et quand on l'obtient, c'est pas suffisant. Il faut plus, il faut plus, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Pourquoi? Parce que, dit-il, ça prouve que seul l'infini peut vous satisfaire. Donc, un être humain, c'est quelqu'un qui est branché sur l'infini, même s'il est pas au courant. Alors, comment arriver à l'infini? Eh ben, en grandissant au fur et à mesure, tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, je regarde, je vois, je me pose des questions, j'agis, je fais des choses, j'en fais pas d'autres. Avant d'agir, il faut sentir, il faut être d'accord avec soi-même avant de faire quelque chose, sinon l'action, elle est perdue avant d'être faite. Alors, il parle aussi des talents, de révéler ses talents, d'utiliser ses talents, sinon on meurt de faim, c'est ça la phrase. C'est ça qu'il m'avait dit une fois. Il m'avait dit, si on a des talents qu'on n'utilise pas, eh bien, on va être très malheureux, on va mourir de faim. Donc voilà, peut-être que les gens qui mangent beaucoup, ils ont des talents qu'ils n'utilisent pas, et ça serait bien. C'était pas une métaphore, on va mourir de faim dans le sens où on se trouve asséché en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas l'énergie. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai vraiment mis en circulation des énergies qui étaient là et qui demandaient que à s'exprimer, mais qui se sont exprimées à ce moment-là. Et je te suis très reconnaissante de l'aide que tu m'as fournie dans cette démarche. Très bien. Alors, merci beaucoup, Colette, de nous avoir un peu éclairé ces paroles parfois provocatrices et un petit peu, comment dire, c'est pas la spiritualité comme on l'imagine. Non, pas du tout. C'est un chemin assez exigeant, on va dire, c'est un engagement parce qu'en fait, avec ce discernement, avec ce choix qu'on a en fait à chaque instant d'être dans le moment ici et pas ailleurs, et le choix de vie aussi, enfin voilà, d'être dans la vie, de faire l'expérience de la vie, et ça c'est un vrai chemin spirituel, à condition de faire vraiment l'expérience et de pas être coincé. Et de pas considérer que l'extérieur c'est une chose, l'intérieur c'en est une autre, comme ça, comme on fait nous. On se branche sur l'extérieur, à l'intérieur ça compte pas. Donc la bonne humeur qui est à l'intérieur, c'est très très important. Donc voilà, Colette est une véritable école de bonne humeur. Donc oui, chers auditeurs, à tout ce que vous êtes, oui, à tout ce que vous faites, oui, abonnez-vous sur ABC Talk. Et à bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.